J'ai versé le poison dans sa propre tasse de café ce matin-là. En souriant comme si de rien n'était. Pendant qu'il me racontait ses projets pour la journée. Il a bu une gorgée. A froncé les sourcils sur le goût amer. Mais a continué à parler. Inconscient que c'était le début de sa fin lente et inexorable. Et moi. Je l'ai regardé avaler. Pensant à toutes les nuits où j'avais feint le sommeil pour le voir trahir notre vie. Notre lit. Notre âme. Les rues de Paris bruissaient sous une pluie fine d'automne. Ce genre de crachin qui colle les vêtements à la peau et rend les pavés glissants comme des promesses non tenues. J'étais sorti du petit appartement du Marais. Mon manteau serré autour de moi. Le cœur battant d'une rage sourde que je n'avais pas encore nommée. C'était il y a 6 mois. Mais chaque détail reste gravé en moi comme une brûlure. Mon nom est Claire Duval. 38 ans. Galeriste dans une petite salle d'exposition près de la Seine. Marié depuis 12 ans à Étienne. Un architecte prometteur qui dessinait des immeubles comme s'il construisait des châteaux en Espagne. Nous avions tout, un loft rénové avec vue sur les toits incés. Des dîners arrosés de Bordeaux chez des amis du quartier. Et ces silences complices qui, je le croyais, étaient le ciment de notre amour. Ce soir-là, tout a basculé. Étienne était rentré tard. Comme souvent ces derniers temps. Avec cette odeur de cigarettes froides et de parfum bon marché qui n'était pas le mien. J'avais préparé le thé. Notre rituel du soir. Ce mélange de bergamote et de fleurs séchées que j'achetais chez Mariage Frères. Il s'est assis à la table de la cuisine. Les épaules voûtées par une journée de réunion interminable. Du moins c'est ce qu'il disait. Fatigué. Ma chérie, a-t-il murmuré en posant sa main sur la mienne. Un geste qui autrefois m'aurait fait fondre. Mais qui maintenant me donnait la nausée. J'ai versé l'eau bouillante. Ajouté une cuillère de miel. Et il a pris sa tasse avec un sourire las. Je l'ai observé par-dessus le bord de la mienne. Feignant l'intérêt pour son récit d'un client difficile. Ses yeux. Ses yeux verts que j'avais aimés à la folie lors de notre rencontre à l'école des Beaux-Arts. Semblaient fuyants. Comme s'il portait un secret trop lourd. Il a bu une gorgée. Puis une autre. Et j'ai vu ses paupières s'alourdir légèrement. C'est bon ce soir? Ce thé, a-t-il dit d'une voix pâteuse. J'ai hoché la tête. Le cœur serré. Nous nous sommes levés pour aller au lit. Nos corps se frôlant dans l'escalier étroit. Et je me suis glissé sous les draps en lin égyptien. Éteignant la lampe de chevet d'un geste théâtral. C'est là que j'ai décidé de ne pas dormir. Pas vraiment. Les somnifères qu'il avait glissés dans ma tasse au haut. J'avais vu le flacon dans sa poche de veste. Ce Stilnox qu'il gardait pour ses insomnies. Mais qu'il n'avait jamais partagé avec moi commençait à faire effet. Une lourdeur bienvenue qui engourdissait mes membres sans toucher mon esprit. J'ai fermé les yeux. Régulé ma respiration en un rythme lent et profond. Et j'ai attendu. Étienne s'est tourné et s'est tourné encore. Son souffle irrégulier trahissant son agitation. Puis, au bout d'une demi-heure qui m'a semblé une éternité, il s'est levé. J'ai entendu le froissement des draps. Le craquement du plancher sous ses pas nus. Et la porte de la chambre qui s'entrouvrait avec un grincement discret. Mon corps était paralysé par le médicament. Mais mon cerveau tournait à vive allure. Aiguisé par la suspicion. Pourquoi ce secret? Pourquoi ces nuits où il disparaissait sous prétexte d'un travail urgent? J'ai forcé mes paupières à rester closes. Mes muscles à rester immobiles. Tandis que l'air de la pièce se chargeait d'une tension palpable. Il est revenu 10 minutes plus tard. Mais ce n'était pas seul. Non. Il y avait des murmures. Des rires étouffés. Et l'odeur, cette odeur de jasmin et de vice qui n'était pas la mienne.
Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait me trahir. Mais je suis resté figé. Une statue de chair dans notre lit conjugal. Ils sont entrés dans la chambre. Elle car c'était une aile. Je le sentais à la légèreté de ses pas s'est approché du lit. Et j'ai perçu son souffle chaud sur mon visage. Elle dort comme une masse, a chuchoté Étienne. Sa voix rauque d'excitation. Les cachets font leur effet. Les cachets. Il avait dit les cachets. Pas un accident. Pas une erreur. Une préméditation froide. Calculée pour me plonger dans l'inconscience pendant qu'il. J'ai entendu le zip de sa robe qui glissait sur le sol. Le froissement de vêtements jetés à la hâte. Et puis leur corps qui s'unissait sur le fauteuil crapaud près de la fenêtre. À 2 mètres de moi. Chaque gémissement. Chaque allaitement était une lame qui me lacérait l'âme. Je les ai vus à travers les fentes de mes paupières mi-closes, elle. Une brune aux courbes généreuses. La trentaine. Avec un tatouage de vigne vierge sur l'épaule, lui. Mon mari. Les yeux fermés en extase. Oubliant que sa femme, moi, était là. Empoisonnée pour son plaisir. La rage est montée en moi comme une marée noire. Submergeant la douleur. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la cruauté méthodique. Le viol de notre intimité. Ils ont continué. Ignorants. Leur corps se mouvant dans une danse profane sous la lueur de la lune qui filtrait à travers les rideaux de velours. J'ai compté chaque seconde, 123 minutes au total. Jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Épuisés. Et qu'elle s'habille en chuchotant des promesses pour la prochaine fois. Demain. Même heure, a-t-il répondu. L'embrassant comme il ne m'avait pas embrassé depuis des années. Quand la porte s'est refermée derrière elle. Étienne s'est recouché à mes côtés. Son corps encore chaud de leur étreinte. Et il s'est endormi instantanément. Un sourire satisfait aux lèvres. Moi. J'ai attendu que les effets du somnifère s'estompent. Que mes membres retrouvent leur force. Et j'ai pleuré en silence. Des larmes acides qui brûlaient mes joues. Mais les larmes n'ont pas duré. Elles ont cédé la place à une résolution froide. Impitoyable. Il ne savait pas encore. Mais sa chute avait commencé cette nuit-là. Dans notre lit souillé. Le lendemain matin. J'ai fait semblant de me réveiller groggy. Me plaignant d'une migraine épouvantable. Qu'est-ce que tu as mis dans mon thé hier soir? J'ai dormi comme une morte, ai-je dit en me frottant les tempes. Il a pâli un instant. Puis a ri nerveusement. Rien du tout. Ma puce. Peut-être le stress. J'ai souri. Un sourire qui masquait la tempête intérieure. Et c'est là que j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance spectaculaire. Non, ça serait trop vulgaire. Trop hollywoodien. Non. Une destruction lente. Psychologique. Qui le rongerait de l'intérieur comme un cancer invisible. Car en France, on ne hurle pas, on dissèque. On analyse. On frappe là où ça fait mal pour toujours. J'ai commencé par fouiller. Discrètement. Pendant qu'il était au bureau. Son téléphone. Verrouillé par un code que je connaissais depuis nos débuts, notre date d'anniversaire. Pathétique. Révélait des messages enflammés avec Belle Laure. Une assistante dans son cabinet d'architecture. 28 ans. Fraîchement diplômée de l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Des photos volées, elle en lingerie noire. Lui torse nu dans notre salle de bain. Des rendez-vous dans des hôtels discrets du 11e arrondissement. Des mots d'amour qui me donnaient envie de vomir. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai copié tout. Sauvegardé sur un cloud anonyme.
Et j'ai effacé les traces de ma curiosité. Puis, j'ai observé. Étienne rentrait de plus en plus tard, prétextant des chantiers à Nanterre ou des réunions avec des promoteurs immobiliers. Je hochais la tête. Cuisinait des plats sophistiqués ou un coq au vin parfait. Des escargots à la bourguignonne et je l'écoutais, feignant l'intérêt. Mais intérieurement, je cartographiais ses mensonges, la façon dont ses yeux évitaient les miens quand il parlait d'elle sans le savoir. Le tic nerveux de sa mâchoire quand il mentait sur son emploi du temps. La psychologie humaine est une science exacte. Surtout quand l'amour se mue en haine. J'ai lu des livres, pas des romans à l'eau de rose. Non, des essais sur la manipulation. Comme les stratégies de l'influence de Robert Cialdini. Adaptés à la sauce française par des psychologues de la Sorbonne. J'ai appris à semer le doute. À planter des graines de paranoïa. Ma première attaque a été subtile. Une semaine après la nuit fatidique. J'ai oublié son alliance sur la table de la cuisine. Quand il l'a remarqué. J'ai haussé les épaules, tu l'as enlevé hier soir. Tu étais si agité dans ton sommeil. Il a blêmi. Marmonnant quelque chose sur un rêve. Parfait. Le lendemain. J'ai glissé une photo d'un couple heureux au nous. Il y a 10 ans. À Deauville dans sa mallette. Avec un post-it, rappelle-toi pourquoi on se bat. Il est rentré tôt ce soir-là. Les yeux rougis. Emma serrée dans ses bras comme un noyé s'accroche à une bouée. J'ai répondu à son étreinte. Mon corps contre le sien. Mais mon esprit hurlait, tu vas payer. Mon amour. Lentement. Les semaines suivantes. J'ai intensifié. J'ai contacté un privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres reconverti dans les filatures. Pour suivre Laure. Elle habitait un studio minuscule à Belleville. Payait ses factures en retard. Et avait un ex qui la harcelait par message. Faible. Vulnérable, le maillon faible parfait. Je n'ai pas encore agi contre elle, non. Étienne d'abord. Il devait sentir la nasse se refermer. Un soir, lors d'un dîner chez des amis à Montmartre, j'ai lâché une remarque anodine, Étienne est si absorbé par son travail ces temps-ci. Je me sens presque veuve. Les rires ont fusé. Mais j'ai vu son sourire se crisper. Plus tard. Au lit. Il m'a demandé si j'étais heureuse. Bien sûr, ai-je répondu. Caressant son dos. Avec toi. Toujours. Mais dans l'obscurité. Je souriais pour de vrai. La graine était plantée. Les jours se sont mués en une routine empoisonnée. Où chaque geste était un calcul. Chaque mot une arme. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés bondés. Devenait mon terrain de jeu macabre. Je marchais le long de la Seine. Observant les touristes ignares qui prenaient des selfies devant Notre-Dame en reconstruction. Et je me demandais comment une ville si belle pouvait abriter tant de laideur. Étienne, lui, continuait son double jeu, le mari attentionné le jour. L'amant vorace la nuit. Mais je le pistais. Invisible, comme un fantôme dans sa propre vie. J'ai commencé à altérer ses routines. D'abord, son café du matin. J'y ai ajouté une pincée de sel, pas assez pour le rendre imbuvable. Juste pour le rendre fade. Irritant. Le moulin à café doit être détraqué, ai-je dit innocemment quand il a grimacé. Puis, ses chemises, j'en ai amidonné une trop raide. Une autre trop molle. Semant le doute sur ma compétence domestique. Rien de flagrant. Mais cumulatif. Comme les gouttes qui usent la pierre. Il rentrait irritable. Accusait le stress du travail.
Et je hochai la tête. Compatissante, peut-être que tu devrais voir un médecin. Mon chéri. Tu sembles tendu. Laure, de son côté, était un trésor d'informations. Mon privé m'avait fourni un dossier, originaire de province. Arrivé à Paris pour réussir. Elle bossait pour Étienne depuis 6 mois. Promue rapidement grâce à ses talents. Les photos montraient des dîners tardifs au bureau. Des verres de vin partagés. Je l'ai suivie un soir. De loin. Jusqu'à un bar à vin du canal Saint-Martin. Elle était là. Seule au début. Sirotant un chardonnay. Puis il est arrivé. Mon mari. Avec son manteau impeccable et son sourire de prédateur. Ils se sont embrassés. Passionnément. Indifférent aux passants. J'ai tourné les talons. La bile remontant dans ma gorge. Mais au lieu de pleurer, j'ai noté l'adresse du bar. Patience. Claire. La vengeance est un harlan. De retour chez nous. J'ai décidé d'escalader. J'ai fouillé son bureau pendant qu'il prenait sa douche ou un rituel qu'il prolongeait maintenant. Pour éviter mes questions. Dans un tiroir fermé à clé, un verrou bas de gamme que j'ai crocheté avec un clip. J'ai trouvé des lettres manuscrites de Laure, des mots enflammés sur notre futur. Des allusions à quitter cette vie étouffante. Et une réservation d'hôtel à Lyon pour un week-end professionnel. Lyon. Pas Nanterre. Pas Paris. J'ai photocopié tout. Rangé à sa place. Et attendu. Le vendredi suivant. Il a annoncé son voyage d'affaires. 2 jours. Ma puce. Pour un projet avec un client lyonnais. J'ai embrassé sa joue. Sentant le rasage frais qui masquait l'odeur de son après-rasage, celui que je lui avais offert pour Noël. Amuse-toi bien. Et pense à moi. Il est parti en taxi. Et j'ai pleuré pour la première fois depuis des semaines. Pas de tristesse. Mais de rage pure. Puis, j'ai pris le train pour Lyon. Un TGV bondé de cadres stressés. Et je me suis installé dans un hôtel anonyme près de la gare de Perrache. Les suivre n'était pas difficile. Ils avaient réservé au Sofitel. Un palace impersonnel avec vue sur la Saône. Je me suis posté dans le hall. Déguisé en touriste avec un foulard et des lunettes de soleil. Commandant un café au bar. Ils sont arrivés enlacés. Riant d'une blague privée. Et ont monté dans l'ascenseur. J'ai attendu. Le cœur battant. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Vers minuit. Je suis monté au 9e étage, j'avais glissé un billet au concierge pour un numéro de chambre. La porte était entr'ouverte? Non. Mais j'ai entendu les voix à travers le mur fin, des murmures d'amour. Des promesses de divorce. De bientôt. On sera libre. Je n'ai pas écouté plus. Au lieu de ça, j'ai laissé un cadeau, une enveloppe glissée sous la porte. Contenant une photo de notre mariage. Avec un mot, rappelle-toi tes vœux. Étienne. Pas de signature. Juste ça. Le lendemain matin. Quand ils sont descendus pour le petit déjeuner. Son visage était cendreux. Les yeux injectés de sang. Elle le questionnait. Inquiète. Mais il balayait d'un geste, rien. Un mauvais rêve. Ils ont écourté le week-end, le train de retour était avancé. De retour à Paris. Il m'a serré fort à la gare d'Austerlitz. Comme si je l'avais sauvé d'un naufrage. Tu m'as manqué, a-t-il murmuré. J'ai souri. Caressant ses cheveux. À moi aussi. Raconte-moi tout. Et il a menti.
Bien sûr. Sur les réunions fructueuses. Les contrats signés. Mais je voyais la fissure, ses mains tremblaient légèrement quand il posait sa tasse. J'ai poussé plus loin. J'ai contacté un avocat. Discrètement. Pour explorer les options de divorce, pas pour le quitter tout de suite. Non, pour me préparer. Preuve d'adultère, ai-je dit au vieil homme au barreau de Paris. Un type bourru qui sentait le tabac froid. J'en ai des montagnes. Il a hoché la tête, en France. Ça compte encore. Madame. Mais la vraie arme. C'est la tête. Il avait raison. J'ai commencé à semer des indices chez Laure. Une lettre anonyme à son adresse. Avec des extraits de leur message, il est marié. Ma chère. Et il ment. Pas de menace. Juste la vérité nue. Le lendemain. Mon privé m'a rapporté qu'elle avait pleuré au bureau. Confronté Étienne dans les toilettes. Il est rentré ce soir-là comme une furie. Me reprochant vaguement les ragots au travail. J'ai feint l'innocence, quoi? Laure? Elle est si gentille. Ses yeux se sont plissés. Soupçonneux. Parfait. La paranoïa s'installait. Nos dîners sont devenus des champs de mine, des silences lourds. Des questions piégées. Tu fais quoi ce soir? Demandai-je innocemment. Rien. Un verre avec des collègues. Et je hochais la tête. Mais j'envoyais un texto anonyme alors, il est avec moi ce soir. Ne l'attends pas. La première crise est survenue un mardi. Il a claqué la porte en rentrant. Hurlant que j'étais paranoïaque. Tu fouilles mes affaires? Tu me surveilles? J'ai nié. Les larmes aux yeux des vrais. Cette fois. Pour la performance. C'est toi qui changes. Étienne. Tu n'es plus là. Nous nous sommes réconciliés au lit. Un sexe mécanique qui m'a laissé vide. Mais qui l'a apaisé temporairement. Mais la graine pourrissait. Bientôt. Ces nuits blanches ont commencé. Il se tournait et se retournait. Accusant le stress. Mais je savais, le doute le rongeait. J'ai accentué en oubliant de payer une facture commune. Laissant les huissiers menacés, un rappel que notre vie commune était une façade fragile. Et Laure? Elle a démissionné. Prétextant un meilleur poste. Étienne a pleuré ce soir-là. Dans mes bras. Jurant que c'était une amie. J'ai consolé. Caressé. Mais intérieurement, je triomphais. La première phase était achevée, isolation. Mais la vengeance ne s'arrête pas là. J'avais plus en réserve. Beaucoup plus. L'hiver s'est installé sur Paris comme un manteau de plomb. Avec ses gels matinaux qui craquellent les vitres et ses lumières de Noël qui clignotent comme des mensonges. Notre loft. Autrefois un havre. Était devenu une prison dorée où chaque recoin murmurait des accusations. Étienne maigrissait. Ses costumes flottaient sur ses épaules. Et ses yeux, autrefois vifs, étaient cernés de noir. Il me regardait maintenant avec un mélange de tendresse et de terreur. Comme si j'étais à la fois sa bouée et son bourreau. Je savourais ça. En secret. En sirotant mon café noir le matin. Observant sa tasse intacte, il n'osait plus en boire. Par peur du sel imaginaire. J'ai décidé d'entrer dans la phase 2, la reconstruction illusoire. Pour le garder prêt. Pour le faire douter de sa propre santé mentale. J'ai organisé un voyage. Un week-end à la campagne. Dans une maison que nous louions près de Fontainebleau, un chalet en pierre avec cheminée et vue sur la forêt. Pour nous reconnecter, ai-je dit. Les yeux brillants d'un amour fin. Il a accepté.
Soulagé. Pensant peut-être que c'était un nouveau départ. Pauvre fou. Le trajet en voiture a été un silence complice. Radio diffusant du jazz de Miles Davis qui adoucissait l'air. À l'arrivée. J'ai allumé un feu. Préparé un ragoût de biche avec des champignons sauvages. Et nous avons bu du Bourgogne. Ce vin rouge qui tache les lèvres comme du sang. Ce soir-là. Nous avons fait l'amour pour la première fois depuis des mois. Un acte tendre. Presque authentique. Il m'a murmuré des « je t'aime » que j'ai cru. L'espace d'un instant. Avant de me rappeler la nuit des somnifères. Mais je l'ai laissé croire que c'était réel. La manipulation est un fil tendu, il faut savoir quand relâcher. Le lendemain. Lors d'une promenade dans les bois gelés. J'ai découvert un collier dans sa poche, un pendentif en or avec un L gravé. Que j'y avais glissé moi-même. C'est quoi ça, ai-je demandé. La voix brisée. Il a balbutié. Rougi. Inventé une histoire sur un cadeau pour sa sœur. Mais ses yeux trahissaient la panique. Nous nous sommes disputés pour la première fois ouvertement, tu me prends pour une idiote, ai-je hurlé. Les larmes coulant pour de bon. Il s'est excusé. À genoux dans la boue. Jurant fidélité éternelle. J'ai pardonné. Bien sûr. Mais la graine de culpabilité était plantée plus profond. De retour à Paris. J'ai intensifié les épreuves. Des appels anonymes à son bureau. Une voix déformée, elle sait tout. Étienne. Et elle prépare sa revanche. Il rentrait tremblant. Me questionnant sur mes journées. Fouillant mes affaires à son tour. Tu as un amant, osait-il demander un soir. Après un verre de trop. J'ai ri. Un rire cristallin et cruel, moi. Avec qui? Tu es mon monde. Mais ses doutes le hantaient, il consultait un thérapeute. Un psy du 16e arrondissement. Sans me le dire. J'ai su par le privé, des séances sur la crise de la quarantaine. Sur la pression du couple. Laure, quant à elle, avait disparu de la circulation. Mon enquêteur m'avait appris qu'elle était rentrée chez ses parents à Dijon. Brisée par la rupture. J'ai envoyé un bouquet de fleurs empoisonnées littéralement. Des roses traitées avec un fongicide léger. Anonyme bien sûr avec une carte, oublie-le. Il n'en vaut pas la peine. Pas de suite. Mais je savais que ça l'arrangerait. Un rappel de son humiliation. Étienne a commencé à boire plus. Du cognac après dîner. Des whisky single malt qu'il cachait dans son bureau. Nos amis remarquaient, tu as l'air fatigué. Vieux. Lors d'un apéro chez les Lefebvre. Dans leur appartement haussmannien du 8e. Il s'est effondré en larmes après la 3e coupe de champagne. Claire et parfaite? Et moi je. Il n'a pas fini. Mais tous ont compris. J'ai joué la femme forte. Consolant les invités, c'est le boulot. Les architectures le tuent. Mais intérieurement, je jubilais. La phase 2 fonctionnait, il se reconstruisait sur du sable mouvant. Me plaçant au centre de son univers fragile. Puis, le coup de grâce intermédiaire, j'ai falsifié un test de grossesse. Un kit acheté en pharmacie. Manipulé pour un faux positif. Étienne. Je suis enceinte, ai-je annoncé un soir. Les mains tremblantes pour les faits. Ses yeux se sont écarquillés. Un mélange de joie et de terreur. Vraiment? Après tout ce temps? Nous avons fait la fête? Un dîner aux chandelles avec du foie gras et du champagne non alcoolisé. Mais 2 semaines plus tard. J'ai perdu le bébé ou une fausse couche simulée avec des taches de faux sang et des cris dans la nuit.
Il m'a tenu dans ses bras toute la nuit. Sanglotant, c'est ma faute. Tout est ma faute. J'ai murmuré, non. C'est nous. Mais on va s'en sortir. Il était brisé. Malléable. Je l'ai poussé à démissionner de son poste. Prétextant son épuisement. Prends une année sabbatique. On voyage. Il a accepté. Vendant des actions pour financer nos rêves. Nous sommes partis en Toscane. 2 semaines de villas en pierre et de vignes infinies. Là-bas, sous le soleil impitoyable. Il m'a tout avoué, l'or, les somnifères, les mois de duplicité. J'étais perdu. Claire. Pardonne-moi. J'ai pardonné. Encore. Avec des baisers salés par mes larmes vraies. Mais en rentrant, j'ai effacé les preuves. Gardant seulement les aveux enregistrés sur mon téléphone, une arme pour plus tard. Paris nous a accueillis avec son printemps timide. Mais Étienne n'était plus le même. Il errait dans l'appartement comme un fantôme. Dessinant des plans inachevés. Appelant sa mère pour des conseils larmoyants. Nos amis le plaignaient. Me félicitaient pour ma impatience. Moi. Je continuais mon travail à la galerie. Vendant des toiles abstraites qui capturaient la tourmente intérieure ironique. N'est-ce pas? La phase 3 approchait, la chute libre. Il fallait le pousser au bord. Puis le regarder sauter. Un soir, alors qu'il dormait d'un sommeil agité, j'ai glissé le flacon de Stilnox dans sa main ouverte. Refermé ses doigts dessus. Au matin. Il s'est réveillé en sueur, j'ai rêvé que je t'empoisonnais encore. J'ai souri doucement, c'est le passé. Mon amour. Laisse-le partir. Mais il ne pouvait pas. La culpabilité le dévorait. Et moi. Je nourrissais le feu. L'été a frappé Paris comme une vague de chaleur suffocante. Transformant les rues en four où l'asphalte fondait sous les talons. Notre loft, avec ses fenêtres ouvertes sur la canicule, était devenu une étuve où les secrets mijotaient à feu doux. Étienne, maintenant au chômage déguisé en congé créatif, passait ses journées à errer, des promenades solitaires le long des quais. Des cafés prolongés à la belle Hortense où il noyait ses croquis inachevés dans du pastis. Je le laissais faire, filant à la galerie où les expositions sur l'art conceptuel aux ces toiles vides qui interrogent l'absence me renvoyaient à ma propre vengeance creuse. La phase 3 était la plus délicate, l'isolement total. J'ai commencé par ses amis. D'abord, un coup de fil anonyme à Marc. Son meilleur pote architecte, Étienne trompe Claire depuis des mois. Avec une jeunette du bureau. Demande-lui. Marc. Loyal mais curieux. L'a confronté lors d'un golf à Saint-Cloud. Étienne a nié. Furieux. Mais la graine était semée. Puis, sa sœur, Sophie, à qui j'ai envoyé des captures d'écran édulcorées, regarde ce que ton frère fait. Pour ton bien. Elle l'a appelé. Hurlant des accusations, il a raccroché en larmes. Me confiant, ma famille me lâche. À cause de quoi? Moi. Je consolais. Inlassable, c'est la jalousie. Mon chéri. Il ne supporte pas notre bonheur. Mais il doutait maintenant de tout. Même de moi. Ces nuits étaient hantées par des cauchemars où je le quittais. Ou pire. Où je le tuais dans son sommeil. Il prenait des somnifères, ironie du sort, mais je les avais remplacés par des placebos achetés en ligne. Via un site douteux de pharmacie espagnole. Il dormait. Mais mal. Se réveillant en sursaut. Me secouant, tu étais là. J'ai cru que tu partais. Financièrement.
Je l'ai serré à la gorge. J'ai investi nos économies dans des toiles à la galerie ou des achats fictifs via un complice. Un artiste ami qui reversait l'argent sous le manteau. Quand les relevés sont arrivés. Il a paniqué, où est passé l'argent pour le loyer? J'ai haussé les épaules, c'est pour notre avenir. La galerie marche bien. Il a fouillé mes comptes. Trouvé des anomalies. Et m'a accusé de vol. Tu me ruines, a-t-il crié un soir. Brisant un vase mine que nous avions acheté à Drouot. J'ai pleuré. Recroquevillé, c'est toi qui nous as mis dans cette merde avec tes aventures. Première fois que je l'avouais à demi-mot. Il s'est effondré. Suppliant pardon. L'or refaisait surface dans ses rêves. Ou du moins c'est ce qu'il me confiait lors de nos thérapies nocturnes. J'avais engagé un coach en ligne. Un psy virtuel qui me conseillait sur l'art de la gaslighting, oui. Ce mot anglais qui colle à la peau française comme une étiquette importée. Fais-lui douter de sa mémoire, suggérait-il. Et je le faisais, tu ne m'as jamais dit ça hier soir. Cette photo? Elle date d'avant-ton. Erreur. Bientôt. Il notait tout dans un carnet. Des dates. Des conversations. Pour ne pas devenir fou. Un jour, il a tenté de me quitter. Un matin pluvieux. Il a fait ses valises, je vais chez Marc. J'étouffe ici. J'ai bloqué la porte. Les yeux fous, tu pars? Après tout? Laisse-moi au moins te dire la vérité. Et j'ai sorti l'enregistrement de ses aveux en Toscane. Joué à fond, sa voix confessant les somnifères. L'or. Le lit souillé. Il s'est figé? Blême, comment? J'ai souri. Froidement, je sais tout depuis le début. Étienne. Et j'ai attendu. Pour ça. Il s'est écroulé. Pleurant comme un enfant. Jurant qu'il changerait. Qu'il se ferait petit. Qu'il laverait nos sols à genoux si je le gardais. Je l'ai gardé. Bien sûr. Mais la chaîne était plus serrée. Désormais, il cuisinait. Faisait le ménage. Me massait les pieds après mes journées. Nos amis le voyaient comme un mari modèle, Étienne est si attentionné maintenant. Moi. Je hochais la tête. Mais voyais les cernes. Les tremblements. L'âme est vidée. La phase 4, l'humiliation publique. J'ai organisé une fête pour nos 10 ans de mariage ou plutôt 12. Mais qui compte? Un dîner dans un restaurant étoilé du 7e. Le Jules Verne sous la tour Eiffel. Avec vue sur les lumières scintillantes. J'ai invité tout le monde, famille. Collègues. Même l'ombre de leur via un faux compte qui l'a informé. Elle n'est pas venue. Mais ça n'avait pas d'importance. Pendant le toast, j'ai pris le micro, oh oui. J'avais payé pour un setup karaoké absurde et j'ai plaisanté, à Étienne. Qui m'a appris que l'amour, c'est parfois feindre le sommeil pour voir la vérité. Rire poli. Mais ses yeux à lui, panique pure. Plus tard. Sa sœur a glissé, c'était quoi? Ça? Il a bredouillé. Et le doute s'est propagé comme une traînée de poudre. Après la fête? Dans la voiture Uber qui nous ramenait. Il a craqué, arrête. Claire. S'il te plaît. Je suis désolé. J'ai posé ma tête sur son épaule, je sais. Mais c'est pas fini. À la maison. Il a avalé une poignée de vrais somnifères, ceux que j'avais remis en place et dormi 16 heures. À son réveil. J'avais préparé son CV. L'inscrivant à des jobs subalternes, assistant junior. Loin de ses rêves d'architecte star. Il a accepté. Brisé.
travaillant maintenant pour un cabinet minable à Ivry-sur-Seine. Rentrant les mains sales de poussière de chantier. Moi. À la galerie. Je vendais des expositions sur la trahison intime. Des artistes qui disséquaient le couple comme un cadavre. Ironie suprême, une toile représentant un lit double avec une silhouette endormie et deux ombres vendues à un collectionneur anonyme pour 20 000 €. Mais la vraie chute approchait. Étienne avait perdu 20 kilos. Ses cheveux grisonnaient prématurément. Et il me suivait comme un chiot battu. Je t'aime, murmurait-il chaque matin. Prouve-le, répondais-je. Et il le faisait, des fleurs. Des dîners. Des nuits où il pleurait en me tenant. L'automne revenait. Cyclique et impitoyable. Avec ses feuilles mortes qui colmataient les gouttières de notre immeuble comme des regrets accumulés. Étienne était une ombre de lui-même, un homme de 42 ans qui en paraissait 60. Courbé sous le poids d'un job qu'il haïssait. Rapportant un salaire ridicule pour payer nos factures que je gonflais subtilement. La galerie prospérait, j'avais monté une expo sur la vengeance artistique. Avec des installations interactives où les visiteurs enterraient des secrets sur papier. Succès critique. File d'attente jusqu'à minuit. Lui, il applaudissait poliment lors des vernissages. Évitant les regards de ses anciens collègues qui murmuraient « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» La phase 5, le désespoir absolu. J'ai commencé par saboter sa santé mentale de manière clinique. Des livres sur la dépression laissés par accident sur la table, des ouvrages de Boris Cyrulnik sur la résilience. Ironiquement, pour le faire douter de sa propre force. Puis, des consultations psy que je payais en secret. Où l'analyste, un contact via le barreau, me rapportait tout, il parle de suicide. Madame. De culpabilité écrasante. Je hochais la tête au téléphone, continuez. Il a besoin de creuser. Un soir, après une dispute futile sur le dîner, il avait brûlé le risotto. Pathétique, il a avalé une boîte entière d'antidépresseurs que j'avais placée en évidence. Je l'ai trouvé effondré dans la salle de bain. Vomissant de la bile noire. L'hôpital Cochin l'a gardé 48 heures, lavage d'estomac. Perfusion. Et une ordonnance pour thérapie intensive. À son retour. Pâle comme un linceul. Il m'a supplié, aide-moi. Claire. Je ne vaux rien. J'ai tenu sa main, si. Tu vaux tout. Pour moi. Mais je l'ai poussé plus bas. J'ai eu confessé une liaison imaginaire, j'ai vu quelqu'un. Pendant ton absence. Pour me venger. Ses yeux se sont vidés, qui? Peu importe. C'est fini. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Errant nu dans l'appartement. Marmonnant des prières catholiques qu'il n'avait pas dites depuis l'enfance. Nos voisins. Ces bobos du Marais. Ont appelé la police une fois. Pensant à de la maltraitance. J'ai ri aux agents, c'est une crise conjugale. Il va bien. Laure réapparaissait dans l'équation. Comme un fantôme. Elle avait posté sur Instagram, je suivais via un faux profil des photos de sa nouvelle vie à Lyon, un job stable. Un charreau. Des sourires forcés. J'ai envoyé un colis, le collier elle. Avec une note, il est à toi. Mais il est brisé. Comme toi. Elle a bloqué tous les contacts. Mais j'imaginais ses nuits hantées. Étienne, lui, tentait de se reconstruire, des runs matinaux le long de la Seine. Des cours de yoga à Bastille. Mais je sabotais, des textos anonymes sur son nouveau téléphone, elle te tuera un jour. Il changeait de numéro. Mais la peur persistait. Lors d'un Noël familial sa mère. Sa sœur. Forcé de venir, il a craqué au dessert. Hurlant, c'est ma faute. J'ai tout gâché. Silence de plomb. Regard fuyant.
Sa mère m'a prise à part, qu'est-ce que tu lui fais? Claire? J'ai souri, je l'aime. Trop. La nouvelle année a apporté la phase finale, l'abandon. J'ai préparé le divorce en silence. Avec l'avocat, pension alimentaire minimale. Garde alternée de nos biens en fait. J'avais tout transféré légalement via des trusts opaques. Un soir de janvier. Pluvieux et froid. Je lui ai servi son thé favori. Bois. Mon amour. Pour nous. Il a obéi. Les yeux vides. Dedans. Pas de somnifère, juste un laxatif léger. Pour l'humilier une dernière fois aux toilettes. Puis. Je lui ai annoncé, je pars. Étienne. Pour de bon. Il s'est levé. Titubant, non. Je t'en supplie. Mais j'avais déjà les valises prêtes. Un billet pour New York, une galerie m'attendait là-bas. Un nouveau départ. Tu m'as tué la première nuit, ai-je dit calmement. Avec tes cachets. Ton amante dans notre lit. J'ai feint le sommeil. Et j'ai vu. Tout. Il s'est effondré. Hurlant. Griffant le sol, pardon. Pardon. Je suis parti. Laissant la porte ouverte sur la nuit parisienne. Dans le taxi vers l'aéroport. J'ai pleuré au pas pour lui. Mais pour la femme que j'avais été. Innocente et aimante. La vengeance m'avait libéré. Mais vidé. New York m'a accueilli comme une gifle revigorante, ses gratte-ciel acérés. Ses rues bruissantes. Son anonymat salvateur. J'ai ouvert une galerie à Chelsea. Spécialisée dans l'art français contemporain, des toiles sombres sur la trahison. L'âme humaine écorchée. Les critiques new-yorkais adoraient, Duval capture l'essence du drama hexagonal. Gai et impitoyable. J'ai ri en lisant ça. Dans mon loft minimaliste avec vue sur l'Hudson. Sirotant un thé sans sucre. Étienne? Il a sombré. Des nouvelles sporadiques via des amis communs, internés d'abord. Sous antidépresseurs vrai cette fois. Puis relâché dans un petit appartement de banlieue à Saint-Denis. Où il dessinait des plans pour des HLM anonymes. Sa famille l'avait renié, sa sœur m'avait écrit une fois, tu l'as détruit. Bravo. J'avais répondu, il s'est détruit lui-même. J'ai juste allumé la mèche. Laure avait refait surface dans un article local, promu chef de projet à Lyon. Mais avec un regard hanté sur les photos. J'ai envoyé une dernière carte, libre. Enfin. Pas de réponse. La boucle était bouclée. 2 ans plus tard. Un mail anonyme de lui. Je le savais, je vis. Claire. Grâce à toi. Ou malgré toi. Pardonne-moi. J'ai supprimé. Sans regret. La vengeance n'efface pas les cicatrices. Mais elle forge une nouvelle peau. Plus dure. Plus vraie. Aujourd'hui. À 40 ans. Je marche dans Central Park. Un café à emporter en main. Et je pense à cette nuit parisienne. Au thé empoisonné. Aux ombres dans la chambre. Étais-je monstre? Peut-être. Mais il l'était en premier. Et dans ce monde logique, gai, où les cœurs se brisent comme du verre de Murano, la revanche est la seule justice. Paris me manque parfois ces odeurs de pain frais. Ces amours impossibles. Mais je ne reviendrai pas. J'ai feint le sommeil une fois, maintenant. Je vis éveillé. Impitoyable. Entière.